Nous entendez-vous mieux? Parfait. Ah, bon, très bien. On va pouvoir débuter. On attend la deuxième connexion. Non, il y a 3 personnes en visio. Parfait. Donc vous nous entendez bien? Il n'y a plus de grésillement? Oui, très bien, oui. Parfait. Bonjour à toutes et tous, chers collègues. Nous revenons maintenant à l'une des motivations importantes ayant conduit à la création de notre commission d'enquête, l'examen du rapport des collectivités territoriales à la commande publique. Nous avions débuté nos travaux en recevant les associations d'élus afin de mesurer d'emblée leurs difficultés et leurs attentes, et nous avions eu déjà à cette occasion la possibilité de les interroger sur les questions et les problématiques propres aux territoires ultramarins. Maintenant que nous approchons du terme de notre commission d'enquête, il nous a semblé nécessaire de nous pencher plus en détail sur la situation des collectivités territoriales d'outre-mer. Je tiens d'ailleurs à saluer l'implication de notre collègue Victorin Lurel dans nos travaux et qui, au cours des années passées, s'est beaucoup engagé sur le sujet de la commande publique. Si les caractéristiques économiques et sociales de ces territoires diffèrent très largement de celles de la France hexagonale, le cadre juridique est lui le même. Conformément à l'article 73 de la Constitution, les dispositions du Code de la commande publique s'appliquent de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à la Réunion et à Mayotte, sous réserve d'adaptation, tout comme à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Le principe inverse s'applique à la Polynésie française, régie par l'article 74 de la Constitution, et pour la Nouvelle-Calédonie. Les dispositions du Code ne s'appliquent que dans la mesure où celui-ci le prévoit expressément. La Nouvelle-Calédonie est d'ailleurs compétente pour fixer les règles relatives à la commande publique, ce qu'elle a fait par une délibération de son congrès de mars 2019. De même, la Polynésie française dispose de son propre code des marchés publics. Elle reste soumise aux principes fondamentaux que sont la liberté d'accès, l'égalité de traitement des candidats et la transparence des procédures, 3 principes clés de la commande publique. Nous avons cherché à constituer un panel le plus représentatif possible de la diversité de ces collectivités ultramarines sur le plan institutionnel comme économique. Nous recevons donc Madame Laetitia Mallet, déléguée générale adjointe de l'Association des communes et collectivités d'outre-mer, Monsieur Anthony Lebon, en visioconférence, administrateur et président de la commission BTP Logement de la Fédération des entreprises des Outre-mer, Monsieur Dominique Vienne, lui aussi en visioconférence, président du Conseil économique et social régional de la Réunion, qui avait mis en place la stratégie du bon achat au niveau local et présidé le Haut Conseil de la commande publique de la Réunion. Et enfin, Madame Karine Delamarche, directrice générale adjointe des Outre-mer, qui pourra nous faire part du point de vue du ministère sur la question. Je vous informe que cette audition sera diffusée en direct sur le site internet du Sénat et fera l'objet d'un compte-rendu publié. Je rappelle également qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête sera passible des peines prévues aux articles 434-13, 434-14 et 434-15 du Code pénal, soit 75 000 € d'amende et jusqu'à 5 ans d'emprisonnement, voire 7 ans en fonction des circonstances. Je vous invite donc à prêter serment, de dire toute la vérité, rien que la vérité. Nous allons commencer par les 2 personnes qui sont avec nous dans la salle à Paris. Veuillez s'il vous plaît lever la main droite, appuyer sur le bouton de votre micro et dire « Je le jure ». Je le jure. Je le jure. Ah pardon. Oui, de la même façon, je pensais que le micro était toujours ouvert. Pour les personnes en visioconférence, la main droite levée, le micro ouvert. S'il vous plaît, vous dites « Je le jure ». Je le jure. Je le jure. Parfait. Merci à vous. Vos témoignages vont nous être précieux pour mesurer la très grande diversité des situations rencontrées par les collectivités d'outre-mer,
pour conduire leur politique d'achat et les différences par rapport à la France hexagonale, l'impact de l'insularité et du cadre fiscal particulier ou encore l'insertion dans l'environnement régional sont évidemment des facteurs à prendre en compte. Quels sont selon vous les principaux défis de la commande publique dans les Outre-mer ? Les Outre-mer ont aussi été des lieux d'expérimentation et de coopération renforcée entre les collectivités et le tissu économique local en matière de commande publique. C'était le cas, je l'ai dit, à La Réunion avec la stratégie du bon achat qui avait inspiré une première expérimentation législative dans la loi EROM de 2017, permettant de réserver un tiers des marchés aux PME dans les collectivités d'outre-mer. Alors qu'une deuxième expérimentation de ce type pourrait être mise en place dans le cadre de la loi de simplification de la vie économique, quels ont été les résultats de cette initiative ? Par ailleurs, des mesures d'urgence dérogatoires au droit de la commande publique ont été adoptées pour faire face aux défis de la reconstruction à Mayotte à la suite du cyclone Chido. Nous avons pu en débattre avec les collègues dans l'hémicycle. Marché de travaux sans publicité jusqu'à 2 millions d'euros, dérogation à l'allotissement. Le tissu économique local est-il en capacité de répondre présent pour bénéficier de ces dispositifs ? Enfin, le cadre juridique de la commande publique va être amené à évoluer dans les années à venir avec le processus de révision des directives européennes de 2014, processus récemment engagé par la Commission européenne. Quelles sont les évolutions qui vous sembleraient justifiées afin de répondre à des difficultés d'ordre général ou à certaines plus spécifiques aux collectivités ultramarines ? Je vous laisse la parole chacune pour maximum une dizaine de minutes. Je vous propose, Madame Delamarche, de débuter. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, je voudrais souligner le rôle essentiel qu'a la commande publique dans les économies ultramarines. C'est une évidence nationale, mais outre-mer, le poids de la commande publique est encore plus fort que les moyennes hexagonales. On a un baromètre de la commande publique qui a été publié en septembre de l'année dernière, qui démontre bien qu'à l'exception de la Réunion, le montant d'achat public par habitant est bien supérieur à la moyenne hexagonale. Donc aujourd'hui, la commande publique, c'est vraiment un des leviers des économies ultramarines. Et on peut... Simplement, petite question, est-ce que vous pourriez nous donner justement les ordres de grandeur Alors, on a, je crois, une moyenne qui est à un peu moins de 1 300 € par habitant. Et donc, la Réunion est à peu près dans cette vague-là. Et pour les 4 autres DROM, l'étude ne prend en compte que les départements et régions d'outre-mer, on est entre 1 600 et 4 800 €. Je n'ai pas le détail et la granularité. Et à Mayotte, on estime que 50% de l'économie locale repose sur l'achat public dans toutes ses formes. Et les conséquences de Chido font qu'on peut estimer que la commande publique sera vraiment essentielle à la reconstruction de Mayotte. On s'est interrogé un peu sur l'importance de cette commande publique. Il est difficile d'avoir un seul facteur, mais ce qu'on peut penser, c'est que d'une part, dans les Outre-mer, je parle de tous les Outre-mer, mais il faudrait avoir un zoom quasiment pour chacun, on a quand même un retard sur des services publics essentiels, sur des infrastructures publiques essentielles. Donc nécessairement, que ce soit les collectivités locales, mais aussi l'État ou la sécurité sociale, il y a ce besoin d'infrastructures publiques dont forcément la modalité d'action, c'est aussi la commande publique. On a également en miroir un tissu local économique qui est plus faible et moins diversifié que dans la moyenne hexagonale. Et enfin, des coûts supérieurs qui sont observés par rapport aux coûts moyens. Donc il est difficile de savoir si le surplus d'achat, c'est lié parce que le prix est plus fort ou parce qu'il y a plus de besoins et donc il y a plus de commandes publiques. C'est très compliqué d'avoir cette différenciation. Et puis enfin, on a depuis quelques années un autre élément qui fait que la commande publique dans certains territoires est très présente, c'est les aléas climatiques ou la violence, qui malheureusement se traduisent par des destructions avec une reconstruction d'un territoire qui est totalement nécessaire. Peut-être pour vous situer le rôle de la Direction générale des Outre-mer dans l'écosystème de la commande publique. Vous avez rappelé le panorama juridique.
Nous, côté Direction générale des Outre-mer, nous avons d'abord à cœur de préserver les compétences des collectivités d'outre-mer en matière de commande publique. Comme vous l'avez dit, les collectivités qui sont régies par le principe de spécialité ne sont pas régies par le droit commun et on fait attention à ce que ce soit bien respecté. Bien évidemment, pour tout ce qui est de la commande publique qui s'applique à l'État ou ses établissements, le droit commun est là. Ensuite, notre travail en matière de commande publique, mais dans tous les autres secteurs, à la Direction générale des Outre-mer, c'est de faire vivre ce qu'on appelle le réflexe Outre-mer. C'est-à-dire que l'ensemble des administrations et des directions d'administration centrale prennent en compte dans leur politique publique les Outre-mer. Donc vous l'avez dit, le droit commun est applicable dans les départements et régions d'outre-mer, puisqu'elles sont régies par le principe d'identité législative. Mais nous travaillons beaucoup avec les services de Bercy pour que des adaptations soient faites. Nos collègues de Bercy ont ainsi travaillé avec nous sur ce que vous avez rappelé, les dispositions particulières pour Mayotte. La loi EROM, on travaille à une nouvelle expérimentation, soit dans le cadre du projet de loi de simplification, soit dans le cadre du projet de loi qu'a annoncé le ministre des Outre-mer sur la vie chère. On verra quel est le vecteur le plus probant. Mais en tout cas, on a à cœur avec les services de Bercy de faire en sorte que ce tissu local ultramarin qui est constitué de petites entreprises, et des fois vraiment toutes petites, puisse avoir sa part, prendre sa part dans la commande publique. Enfin et surtout, en matière de commande publique, le rôle essentiel peut-être de la Direction générale des Outre-mer, c'est de solvabiliser les donneurs d'ordre. Pour cela, nous avons un budget qui est essentiellement fait de crédits d'intervention et ce qui nous permet de financer des projets d'infrastructures et de services publics portés par les collectivités locales. En loi de finances, pour vous donner un ordre d'idée, le budget du ministère des Outre-mer, c'est 3 milliards d'euros, petit budget, sur l'effort financier que fait l'État. Et nous avons à peu près 800 millions d'euros de crédits d'intervention qui participent aussi à solvabiliser les collectivités locales. Et en plus de ces crédits d'intervention, on peut penser aussi on a un cadre juridique tout particulier pour soutenir l'investissement local. Comme vous le savez, dans l'Hexagone, les collectivités locales sont soumises à la règle de la participation minimale du maître d'ouvrage. Ce n'est pas le cas en Outre-mer et on peut aller jusqu'à un financement de 100%, ce qui permet de faciliter le paiement des entreprises. Et puis, parce que les collectivités ultramarines aussi ont quelquefois une santé financière un petit peu fragile, nous travaillons avec les collectivités qui sont volontaires sur une trajectoire de redressement de leurs finances publiques. Et lorsqu'on travaille avec ces collectivités, il y a un point qui est très important pour nous, c'est la réduction des délais de paiement. Donc ça fait vraiment partie des points d'attention que nous traitons dans le cadre de ce qu'on appelle les quorums, ces contrats de redressement des finances. Et enfin... sur ce point particulier des délais de paiement, est-ce que vous auriez des chiffres, des indicateurs à nous donner ? Alors, je ne les ai pas en tête, mais on pourra vous les donner. Ils sont plus longs que la moyenne hexagonale. Et ils sont différents. Mais je crois que 3 fois, me souffle... la collègue d'à côté. Et enfin, nous avons la commande publique demande une certaine expertise et nous disposons, côté ministère des Outre-mer, d'un volant d'ingénierie pour aider les collectivités avec des assistants techniques, que ce soit de manière générale pour appuyer l'administration locale ou au contraire pour être sur des projets et pouvoir justement soit mutualiser des achats, soit les optimiser en les standardisant, soit veiller à la régularité des procédures. Voilà, Monsieur le Président, quelques mots pour la Direction générale des Outre-mer. Merci pour ce propos liminaire. Je vous propose maintenant de passer la parole à Monsieur Dominique Vienne, au titre du Conseil économique et social de La Réunion, avec son expérience dans le cadre de la stratégie
du bon achat et puis la présidence que vous avez exercée du Haut Conseil de la commande publique. Je vous laisse la parole pour une petite dizaine de minutes. Merci. Merci à vous. Tout d'abord, peut-être avant ces mandats qui relèvent de l'intérêt général, je suis d'abord et avant tout un chef d'entreprise depuis 36 ans dans le domaine du BTP. Donc, mon secteur d'activité est de travailler depuis 36 ans avec des maîtres d'ouvrage, publics et privés, à La Réunion et en Outre-mer en général. Donc voilà, je tenais aussi à ancrer mon propos dans une forme de réalité quotidienne. Moi, je vous dirais qu'un des enjeux, puisque j'ai pu signer le premier convention de stratégie du bon achat avec le département de La Réunion en 2009. On en a créé ensuite une association qui fédérait 27 maîtres d'ouvrage réunionnais volontaristes pour engager une méthodologie que je vais vous décrire. Et ensuite, avec Erika Baredge, effectivement, et Victorin Lurel, il y a eu la loi EROM et son article qui consacrait la clause dite stratégie du bon achat. Je pourrais vous commenter pourquoi elle s'est arrêtée et les côtés positifs et négatifs de cette première intention de stratégie du bon achat et la volonté récente du Sénat qui a apporté un projet de loi. Après, j'ai perdu un peu son fil. Je crois qu'il a été adopté dans la loi de simplification, mais avec un élargissement à l'ensemble des entreprises hexagonales. Vous dire de ma fenêtre, monsieur le député, mesdames et messieurs, que la chimère vers laquelle on court, c'est qu'on veut trouver l'efficacité procédurale de la commande publique. Et ce n'est pas l'enjeu. Et c'est un praticien qui vous le dit. L'enjeu, c'est de poser une stratégie entre les acteurs publics et privés, un dialogue territorial qui permette d'avoir un impact territorial de la commande publique. Donc, on n'est pas dans un enjeu d'efficacité procédurale. On pourra rajouter tous les articles qu'il le faut. C'était l'enjeu du Haut Conseil de la commande publique, c'est l'enjeu des stratégies du bon achat, c'est d'inscrire un dialogue entre les acheteurs et les professionnels comme fondement stratégique de la performance de la commande publique en Outre-mer. Je dis bien comme fondement. Et ce dialogue territorial, il a pour vocation de passer en revue les besoins préalables, parce que souvent la commande publique, elle arrive dans les journaux et on a 26, 27 jours pour y répondre. Donc souvent, il y a une carence qui est faite par les acteurs économiques locaux. Hein, Madame la directrice adjointe de la DGOM l'a dit. Hein, on a un tissu très hétérogène dans les Outre-mer. Si on veut leur laisser les moyens de monter en compétences, il faut d'abord avoir une planification et une présentation de la planification des donneurs d'ordre en préalable. C'est le premier point du dialogue territorial de la commande publique. En deuxième, c'est d'identifier par du sourcing, hein, c'est le terme consacré dans la commande publique, qui et quelle est l'offre existante sur le territoire. Là aussi, l'intention, quand on met en place une stratégie du bon achat, c'est de faire ce travail d'inventaire des savoir-faire, de l'offre. Troisièmement, c'est l'article 1 de la commande publique, je ne sais pas si vous l'avez dans le radar, je l'ai sous les yeux, c'est tout maître d'ouvrage doit faire sa définition de besoin, c'est-à-dire à satisfaire en amont du lancement de la consultation les objectifs de développement durable, économique, social et environnemental. Et souvent, cette définition de besoin, qui est un acte stratégique et en amont de la définition de l'achat, est enjambée, ce qu'on appelle la définition des besoins. Et enfin, le quatrième aspect de ce dialogue territorial, c'est de créer justement la critérisation qui est la maximisation des retombées socio-économiques de la commande publique. Ce que j'essaye de vous dire, c'est que souvent, et ça a été l'échec, parce que grâce au HCCP, j'ai fait un sondage sur la pratique de l'article 73 de mémoire de la loi EROM, c'est que la prudence qui a été apportée par la mise en œuvre de cette possibilité de stratégie du bon achat, SBA, c'est les acheteurs. Ce n'est pas les donneurs d'ordre politiques. Il y a souvent, et peut-être qu'il faudrait que vous l'ayez bien à l'esprit, quand on parle de commande publique, il y a l'élu qui est en charge de la stratégie et de l'impact sociétal de cette commande publique et les acheteurs qui sont dans l'approche extrêmement parfois rigide de la procédure. Je vais vous donner un exemple, messieurs les députés, mesdames et messieurs, c'est que la clause d'achat innovation... Monsieur le sénateur, hein, simplement pour qu'il n'y ait pas de confusion à l'égard de nos collègues. Excusez-moi, non mais c'est le fruit de quelqu'un qui travaille trop. Excusez-moi, messieurs. Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Merci. Non, je sais faire la différence, mais voilà, c'est trop de travail. Donc, de vous dire, mesdames et messieurs, je vous donne comme éclairage, hein, ça aussi c'est un chiffre qu'on peut vous remonter, depuis 4-5 ans,
la clause d'achat innovante jusqu'à 100 000 euros est possible. Et dans les Outre-mer, elle est quasiment rarement mise en œuvre parce qu'il faut une technicité, il faut une audace procédurale. Et souvent, elle n'est pas présente dans les collectivités. Donc, j'aimerais vraiment faire passer comme message qu'il y a une différence entre l'intention politique de la commande publique et la mise en œuvre politique des achats. Donc, en terminaison, une interlocutrice avant moi, je crois que c'est la directrice générale adjointe de la DGOM, qui a bien rappelé que notre tissu étant très atomisé, un des enjeux de la commande publique en Outre-mer, c'est cette capacité d'anticiper la planification des besoins pour permettre à ces opérateurs de monter en compétences humaines ou d'investissement et d'être en adéquation lorsque la commande est lancée, la commande publique. Souvent, elle est lancée dans des délais qui n'est pas compatibles avec la montée en compétences et en adéquation des entreprises. Je terminerai mon intervention en vous disant oui, c'est une gangrène, j'ose pas dire le mot cancer, les délais de paiement en Outre-mer. Et il y a des propositions qui ont souvent été faites. Au sein du HCCP, nous avions monté un observatoire. Déjà, mesdames et messieurs les sénateurs, déjà, il y avait un grand débat, puisqu'on parle des délais de paiement au moment où il y a mandatement. Et quand on est dans la vie réelle d'une entreprise, ce n'est pas à partir de là que commence le délai de paiement. Il commence au moment où on a envoyé notre facture. Et là, il y a un no man's land entre le moment où la facture a été envoyée au maître d'œuvre pour constat du service fait. Je ne sais pas si c'est dans votre radar la plateforme Chorus. Et on s'aperçoit en Outre-mer que le dépôt obligatoire pour que la facture soit traitée par la maîtrise d'œuvre dans Chorus n'est pas exigé. Donc souvent, la facture de l'entreprise est en dehors du système Chorus, donc le délai ne court pas, la maîtrise d'œuvre le fait avec un délai qui est le sien, et ensuite c'est enregistré dans Chorus pour commencer à faire le J+1 du délai de paiement. Donc j'insiste, mesdames et messieurs les sénateurs, les délais de paiement en Outre-mer, c'est peut-être pareil en Hexagone, mais ce sera un autre débat. Il y a un grand débat de quelle est sa définition, puisque quand vous discutez avec l'IEDOM, les délais de paiement dans les comptabilités des entreprises du BTP ne sont pas les délais de paiement qui sont constatés par la DRFIP. Il y a quasiment 40 à 50 jours de décalage. J'en termine là mon premier propos, si vous le voulez bien. Merci beaucoup, c'est édifiant, très clair. J'ai vu la directrice adjointe de la DGOM réagir aussi très fortement là, sur ce décalage de 40 à 50 jours qui est absolument abyssal. Donc nous allons investiguer plus avant avec monsieur le rapporteur évidemment ce point à l'issue de cette audition. Je vous propose de poursuivre les propos liminaires alors en revenant au point de vue des acheteurs publics, en l'occurrence communes et collectivités d'outre-mer, avec Madame Mallet. Bonjour, merci Monsieur le Président. Alors déjà, je voudrais, avant de partir vraiment sur mon propos, revenir sur la différence entre les différents territoires d'outre-mer, puisque vous l'avez dit, Monsieur le Président, dans les DROM, c'est le code de la commande publique, alors qu'il y a des différences dans les autres territoires. Donc je voudrais préciser que Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy ont la possibilité d'adapter légèrement, avec très peu de manœuvres, mais malgré tout peuvent le faire, leur code de la commande, enfin les règles de la commande publique, que la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française ont bien effectivement leur propre code, mais là où je mets un holà, c'est attention, en fait, il est calqué sur le code de la commande publique française, avec quelques approches différentes, en particulier sur la Polynésie et la excusez-moi, la Nouvelle-Calédonie. Wallis et Futuna a aussi cette possibilité, mais ne l'a pas appliquée. Donc, le code de la commande publique s'applique intégralement à Wallis et Futuna. Donc, certes, il y a des adaptations qui sont possibles, mais aujourd'hui, elles ne sont pas vraiment mises en œuvre. L'outil nous permettant d'adapter la commande publique, la réglementation à nos territoires, n'a pas été mis en œuvre. Et je pense que c'est vers là qu'il faut qu'on aille. Maintenant, c'est assez récent, donc je pense qu'il faut aussi laisser un peu de temps aux collectivités pour trouver la bonne démarche. Et je pense que les initiatives qui sont mises en œuvre dans les différents territoires, notamment à La Réunion, dont parlait Monsieur Vienne, sont des initiatives sur lesquelles il va falloir prendre exemple.
je souhaite revenir sur ce que disait Madame Delamarche sur les données de la commande publique en Outre-mer, en précisant que c'est quand même 14 milliards d'euros en 2022 pour tous les territoires d'Outre-mer. Mais en réécoutant ce que disait Madame Delamarche, en fait, je me rends compte que non, certainement, c'était juste pour les DROM, parce qu'il n'y a jamais de données dans le Pacifique. Et que c'est un problème, d'ailleurs, je le souligne. Par contre, une donnée qui est importante, c'est qu'en moyenne en hexagone, un appel d'offres reçoit 4,5 réponses contre maximum 2 en Outre-mer. Donc on a un sérieux déficit de réponses à nos demandes de commandes publiques. Donc les contraintes... Simplement une petite précision, sur les 14 milliards, c'est à partir de quel seuil? Parce que est-ce que c'est dès le premier euro, ce qui me surprendrait? Non, c'est global, toute la commande publique. D'accord, mais c'est dès le premier euro ou c'est à partir des procédures formalisées? Est-ce que vous avez ce détail-là? Vous pourrez nous le fournir après. Je vérifierai, avec plaisir. Entendu, merci. Je vous laisse poursuivre. Donc on a les mêmes contraintes que celles de l'Hexagone et en plus on a nos contraintes spécifiques qui en fait ne font que multiplier les difficultés qu'on rencontre. La contrainte numéro 1 que les collectivités identifient, c'est le manque d'ingénierie, bien évidemment. Donc le manque d'ingénierie, forcément on se retrouve avec des collectivités qui finalement non seulement vont avoir du mal à passer les dossiers de commande, mais aussi à adapter aux besoins réels dont parlait Dominique Vienne, aux besoins réels, que ce soit social, environnemental, etc. Parce que ça complexifie énormément le montage du dossier. Donc souvent, les collectivités font marche arrière et elles font un dossier bateau. Et donc, on perd beaucoup en efficacité. La contrainte numéro 2 que nous identifions, c'est la très faible concurrence de nos marchés. Donc, Monsieur Vienne parlait du BTP. Donc ça, ce sont des commandes qui partent sur des projets assez importants, sur des montants assez importants. Mais la commande publique, c'est aussi des plus petites demandes. Et là-dessus, on est très contraint. Et je vais vous donner l'exemple des assurances. Sur des marchés d'assurance, j'ai des collectivités qui m'expliquent qu'elles déposent leurs appels d'offres et ensuite elles font le tour. Elles vont voir toutes les assurances et elles supplient, s'il vous plaît, répondez au moins à ce lot-là, je vous en supplie. Et ça devient très complexe pour les collectivités parce que déjà, au-delà de la problématique d'ingénierie, on se retrouve à aller quémander et à perdre un temps incroyable sur ces dossiers-là. Donc, la mutualisation de la commande publique sur des petites commande va devenir indispensable dans nos territoires. Indispensable, mais pas simple à mettre en œuvre, même s'il y a des initiatives aujourd'hui, notamment à La Réunion, en Polynésie française. La Polynésie française a profité d'avoir son propre code et a créé une direction de l'achat public qui a pour objectif d'abord de professionnaliser et de centraliser la commande publique au sein d'une seule unité du territoire. Ils ont créé des guides, ils ont mis en place des plans de formation pour les agents publics et ils accompagnent les services des collectivités. Il va y avoir le lancement d'une plateforme de dématérialisation des publications, même si beaucoup s'interrogent, puisque, si je ne dis pas de bêtises, c'est Saint-Pierre-et-Miquelon qui a aussi son propre site de commande. Beaucoup s'interrogent sur l'efficacité d'avoir plusieurs sites pour la commande publique, même en ayant des codes de la commande séparés. La centralisation nous permet quand même d'avoir plus de visibilité au niveau des répondants des entreprises. Et donc, je reviendrai pour terminer ce propos sur le tissu social, le tissu économique, de nos territoires, qu'il faut certes... Il faut comprendre qu'il est forcément moins important que le tissu économique de Paris. Mais la commande publique est un vecteur de soutien et de développement de ce tissu économique. Sauf qu'aujourd'hui, ce vecteur n'est pas efficace en raison notamment de la lourdeur des procédures, que ce soit pour les collectivités ou pour les entreprises.
ça pénalise énormément. Et alors, excusez-moi, je remonte juste un tout petit peu pour retrouver ce que m'ont dit mes élus. Il y a un certain nombre de mesures qui pourraient être identifiées pour favoriser les dispositifs pour les territoires. Et notamment la révision des seuils spécifiques aux territoires d'outre-mer. D'une part, parce que tout coûte plus cher chez nous, mais aussi parce que excusez-moi, je ne trouve pas ma note et ça me perturbe énormément. Et ça y est, je l'ai retrouvée. Donc, abaisser les seuils pour intégrer les surcharges dues à l'éloignement, mais aussi réviser régulièrement les seuils en raison de l'inflation qui est forte, mais qui est encore plus forte dans nos territoires. Abaisser les consultations minimum à 15 jours pour les territoires d'outre-mer, puisque le temps qu'on fasse la consultation, qu'on ait le délai, nous, on a encore un mois et demi d'approvisionnement pour faire venir du territoire de l'Union européenne. Et il faudrait aussi mener une réflexion sur... alors, je sais que ce ne sera pas à l'échelle du Sénat que ce sera faisable, mais il faut quand même soulever la question quelque part. Mener une réflexion sur les marchés avec les pays étrangers, en particulier pour les territoires européens, pour les territoires d'outre-mer qui sont très loin de l'Europe. Le Pacifique a des opportunités avec la Nouvelle-Zélande et l'Australie qui font partie des accords de marché public, mais tous les autres territoires... Saint-Pierre-et-Miquelon a des opportunités avec le Canada, mais tous les autres territoires en sont très très loin. Et du coup, nous, on fait tout venir de très très loin. Ça augmente nos coûts surtout, alors qu'il y a des opportunités à côté qui pourraient fonctionner, en particulier sur des marchés un peu plus petits que les grosses commandes dues à des projets d'investissement du BTP. Et je finirai juste une dernière chose. Madame la directrice adjointe a précisé que les besoins d'investissement des Outre-mer étaient plus importants. Et j'aimerais appuyer là-dessus, puisqu'on accuse des retards structurels forts, au-delà des crises qui passent et qui détruisent. On a des retards structurels forts, nos besoins en investissement sont plus forts. Et au niveau des collectivités, nous, on pense que si la commande publique a un rôle si important dans nos territoires, c'est avant tout parce qu'on est en retard et qu'on doit construire beaucoup plus, on doit mener beaucoup plus de projets. On a besoin de routes, on a besoin d'écoles. Quand on voit qu'une commune comme Saint-Laurent-du-Maroni a besoin de construire une école par an minimum, ça n'arrive nulle part ailleurs en France, ce n'est qu'en Outre-mer. Donc voilà. Merci beaucoup, Madame Mallet. Et nous terminons ce premier tour de table en présentiel et en visioconférence avec Monsieur Anthony Lebon, administrateur et président de la commission BTP Logement de la Fédération des entreprises des Outre-mer. Nous vous laissons la parole pour une dizaine de minutes maximum. Merci Monsieur le Président et bonjour Messieurs les sénateurs, Madame de la Marche et Madame Mallet. Effectivement, donc Anthony Lebon, je préside la commission BTP Logement de la Fédération des DOM et je suis également président de la Fédération réunionnaise du bâtiment et des travaux publics et réalise pour ma part depuis 20 ans des travaux principalement dans la commande publique, en marché public, donc en bâtiment d'une part et en travaux publics sur la Réunion et dans une moindre mesure à Mayotte. Merci pour cet échange autour de la commande publique et de son effet d'entraînement sur l'économie française et donc nous concernant sur l'outre-mer. Peut-être replacer effectivement, comme ça a été évoqué convenablement bien sûr, mais la place de la commande publique et donc son entraînement sur l'économie, puisque à la différence de l'Hexagone, on est plutôt sur une commande publique presque équilibrée entre le public et le privé. Le public s'est identifié à 170 milliards d'euros et la commande globale bâtiments et travaux publics, privés, publics est autour de 300 à 300 milliards d'euros selon les années. Sur la Réunion, on est plutôt autour de 82% du chiffre d'affaires des entreprises du chiffre d'affaires des entreprises réunionnaises qui répondent à des appels d'offres publics. Et globalement, sur tous les territoires, on est entre 60 et 80%. Donc oui, on a déjà une place forte et un enjeu fort en BTP, en tout cas, de la commande publique. En termes d'emploi, le secteur du bâtiment et des travaux publics est toujours situé dans l'un des 3 plus gros employeurs du territoire. Parmi les particularités, je ne crois pas que ça a été évoqué, c'est la taille de nos territoires implique, en lien avec la commande publique et
l'aspect très juridique et cadré fait que une différence par rapport à l'Hexagone, nos territoires étant petits, les acteurs se connaissent, il y a très peu de contentieux. Alors, en lien avec ça, c'est quand il y a une pratique qui n'est pas vertueuse ou quand il y a une dérive d'un maître d'ouvrage, eh bien, c'est peu le cas où les entreprises font un contentieux et vont au tribunal pour peur d'être clairement blacklistées derrière. On a un tissu entrepreneurial très fragile et le rapport sénatorial de 2017, le rapport 601, a très bien cartographié ça. Alors, c'était un rapport sénatorial axé sur le normatif, mais néanmoins, il faisait un topo sur les entreprises ultramarines où une entreprise sur 3 avait des fonds propres négatifs et une entreprise sur 4 sortait avec un résultat négatif. Au niveau si on fait un comparatif, puisque dans la commande publique, il y a l'acheteur et les besoins de l'acheteur, il faut répondre aux besoins du territoire avant tout, effectivement, et des besoins qui ont été identifiés, et on a dans les Outre-mer, Madame Mallet l'a évoqué, sur la Réunion, on est passé d'une demande en moins de 10 ans de 25 000 demandes de logement à 50 000 demandes de logement aujourd'hui. On a des besoins, et les cyclones nous l'ont rappelé malheureusement à Mayotte et à La Réunion, on a des besoins de renforcer ou de consolider nos infrastructures. Il y a des sujets d'eau potable également, des sujets de réseau, puisqu'après les cyclones, parfois un mois après, c'était encore difficile de rétablir l'électricité pour tous. Donc oui, l'effet d'entraînement, si on se tourne vers le futur, de la commande publique en bâtiments et travaux publics, il nous semble avéré. Et donc, regardez comment ce secteur se comporte par rapport aux autres secteurs, ça a du sens. Le BTP, c'est globalement à peu près une marge brute dégagée pour les entreprises 3 fois moins que tous les autres secteurs de l'île, à La Réunion confondus. Je n'ai pas toutes les données des autres outre-mer, mais en tout cas pour La Réunion, c'est le cas, avec une marge brute également plus faible qu'en Hexagone. Alors, d'où le fait qu'un processus d'achat responsable et une stratégie du bon achat prend tout son sens pour à la fois essayer de mettre en adéquation les besoins du territoire et les entreprises en mesure d'y répondre. Et donc, vous évoquiez sur une des questions, la 4e, je crois, le fait du SBA qui a été mis en place et la stratégie du bon achat entre 2018 et 2023, qui mettait notamment en avant la part réservée pour des PME locales et des artisans locaux. Et il y a d'autres mesures dans cette stratégie du bon achat également qui ont beaucoup de sens. C'était des chartes, donc, comme l'avait dit le président Vienne, qui ont été signées avec beaucoup de collectivités à La Réunion. C'est le sourcing, donc ça encourage à faire du sourcing sur des matériaux innovants. Ça encourage à avoir une concertation avec les entreprises pour savoir si elles sont en mesure de répondre, si ça correspond, s'il faut allotir ou non, s'il faut cartographier des technicités spéciales ou si on est en mesure ne serait-ce que d'y répondre. Et ça traite également le sujet des délais de règlement. En 2023, le député Naillet faisait état de seulement 4% des maîtres d'ouvrage, des donneurs d'ordre qui avaient mis ça en place. Alors, effectivement, on comprend bien, et c'est parmi les sujets à traiter, quelles sont les contraintes que cela impose dans le processus de la commande publique. Cette stratégie du bon achat qui était quand même donc pour nous bien pensée, bien écrite, même si le député Naillet évoquait quand même la nécessité de traiter d'une imprécision du texte, d'un risque juridique qui pourrait aussi expliquer la non mise en place par les collectivités, mais c'est que ça demande du temps. Voilà, une des principales contraintes, ça demande une planification avant tout, ça demande une visibilité, ça demande donc ensuite d'avoir du temps pour échanger avec les acteurs, les maîtres d'œuvre, les architectes, les entreprises, puisque quand un marché sort, si on a 1 mois ou 2 maximum, c'est un gros projet, c'est délicat d'aller proposer des matériaux innovants ou à faible empreinte carbone qu'on pourrait trouver dans la zone océan Indien. Alors ça, c'est une réponse qui est en train de se traiter par ailleurs dans le cadre du ciblage et du sourcing des matériaux possibles en termes et la certification qui est en train de se mettre en place dans les territoires ultramarins. Mais pour peut-être vous donner l'importance de cette visibilité, de cette planification et son rôle dans la commande publique, l'année dernière, en 2024, les organisations syndicales, les entreprises et puis une grosse partie du BTP à La Réunion se sont inquiétés du manque de visibilité. Pour X raisons, effectivement, au Conseil de la commande publique, c'était un petit peu essoufflé. On n'avait plus de programmation et il a fallu que ce soit les équipes de la préfecture sous l'égide de monsieur le préfet qui remettent en place un peu en urgence ces échanges pour qu'il y ait une planification. Un exemple aussi, c'est que
Si la commande publique est un peu atone et que tout sort en même temps parce qu'il n'y a pas de planification, ça ne correspond pas aux besoins du tissu entrepreneurial et à sa capacité à répondre. Donc, au niveau des pratiques de la commande publique, la planification nous paraît la première chose la plus importante. Le sourcing des matériaux adaptés est disponible dans la zone, voilà, avec des entreprises en mesure de faire et un découpage des marchés qui correspondent. Parmi les pratiques aussi qui peuvent être très nuisibles au tissu entrepreneurial et in fine au maître d'ouvrage, puisque les travaux peuvent prendre que du retard ou il y a des lots infructueux, c'est quand les maîtres d'ouvrage dérogent au CCAG, c'est-à-dire au cahier des clauses administratives générales donc de la commande publique en bâtiments et travaux publics, avec des clauses plus coercitives sur les pénalités de retard, sur la transmission de documents. Le délai de paiement, ça reste très compliqué. Là-dessus, on ne peut que demander à ce que la législation et la loi soient appliquées, puisqu'elle est très bien faite, mais on a un manque de respect de cela. Et pour vous répondre, peut-être quelques pistes de réponse par rapport à ce qui était abordé, le délai de la commande publique, il est calculé avec à la fois les travaux, mais également les achats comptants. Je donne un exemple, la rame de papier, souvent les collectivités, elles le payent presque comptant, ou les stylos ou autres. Et ça fait un délai très court qui vient modifier la moyenne du délai de règlement global des travaux et des situations de travaux. Alors, il y a aussi des pratiques, on va dire, déloyales ou parfois malheureusement, certaines communes, mais ça, à La Réunion, en tout cas, le DRFIP a beaucoup travaillé sur le sujet, sur les délais de paiement, où parfois les travaux sont engagés alors que les dotations ne sont pas arrivées. Donc, effectivement, on se retrouve avec des délais de règlement qui ne sont pas de 1 mois ou 2 en retard, mais on se retrouve avec des délais de règlement de 6 à 8 mois. Et je crois et puis en Martinique et Guadeloupe, on a parfois 1 an de retard de règlement des situations de travaux pour les entrepreneurs. Donc, dans un contexte où les entreprises ont subi plusieurs crises et qu'elles sont fragilisées, le processus de la commande publique et de l'acheteur principalement, puisque on constate quand même que les textes mis en œuvre et les volontés politiques sont parfois, et plutôt souvent sur ces sujets, sont au rendez-vous. Et c'est dans la connaissance du process ou dans l'utilisation et la mise en place du process par les acheteurs qu'il y a un frein donc à cette bonne mise en place. Et je me permets d'élargir le propos, si vous me le permettez, sur donc l'état donc du tissu entrepreneurial des Outre-mer qui va devoir faire face, on ne l'espère pas, mais qui va devoir faire face à une nouvelle loi de finances de la sécurité sociale qui risquerait d'enlever le régime de compétitivité, le secteur renforcé donc, aux entreprises dans les cotisations, ce qui va à nouveau alourdir peut-être les temps de réponse s'il y a moins d'entreprises présentes pour les projets des maîtres d'ouvrage et donc répondre aux besoins de notre territoire. Voilà, Monsieur le Président, sur ce premier propos liminaire. Merci à vous, merci à tous les quatre. Je vais passer maintenant la parole à Monsieur le rapporteur, Dany Watteblé. D'abord, pour vous, comment ça fait que vous ne passez pas par la plateforme Place, qui est quand même nationale, qui permettrait de ne pas faire des plateformes à droite et à gauche ? Alors, les entreprises les collectivités, utilisent la même plateforme que l'Hexagone, mais justement, dans le cas de la commande des collectivités qui ne sont pas régies par le Code de la commande publique français, en fait, elles ont fait comme elles voulaient. D'accord. Mais c'est pas, effectivement, on constate que c'est pas forcément pertinent. Bon, vous avez beaucoup d'handicaps. Première chose, planification, puisque j'ai l'impression que ça marche par à-coup. Deuxième problème, c'est un manque d'ingénierie. Est-ce qu'il n'y a pas assez de personnes formées en tant qu'acheteurs publics ? Question aussi importante, sur les 14 milliards de dépenses d'achat public, pourriez-vous me dire à peu près le pourcentage vraiment local de retombées ? Moins de 30% des entreprises locales ont répondu. Et les gens qui répondent viennent de beaucoup plus loin ? Généralement de métropole, d'Hexagone. D'accord. Et c'est ce qui ferait le surcoût, alors, puisqu'on vous parle d'un surcoût. Alors, le surcoût existe aussi quand c'est les entreprises locales qui répondent, puisqu'elles doivent souvent importer, pas toujours, mais elles doivent souvent.
Le surcoût, il est dû à notre éloignement et là-dessus, on ne pourra rien y faire. On ne va pas faire disparaître le coût du fret. Il y a un surcoût léger, mais qui existe, qui est en raison de l'octroi de mer aussi. On a une idée du surcoût globalement sur 10, 15, 20, 30 par rapport à la métropole pour le voir. Le fret, c'est à peu près 35% du coût des marchandises, mais ça dépend tout à fait du coût des marchandises. Non, mais le coût à l'arrivée, je veux dire, globalement sur un marché qu'on ferait ici en métropole et par rapport, bien sûr, l'éloignement, plus on est de loin, mais globalement, le surcoût. Alors, je pense que c'est une donnée qui est très compliquée à obtenir, puisque tout dépend de la marchandise, du projet, de ce qu'on ramène. Donc il y a beaucoup de données à prendre en compte. Et en plus, comme le disait la directrice adjointe, il y a aussi le fait que il y a ce surcoût, il y a aussi le fait qu'on ait besoin de plus d'investissement. Donc comment on met quoi dans la balance, c'est assez compliqué à évaluer. C'est compliqué pour nous de savoir si le seuil des marchés a rehaussé sans savoir le surcoût global par rapport à la métropole. Et en plus, comme je l'ai dit, on a une grosse pénurie de données en Outre-mer. Donc souvent, on a besoin d'informations, mais on ne les a pas. Et je constate là, même dans mes propres notes, je suis en train de me demander, quand c'est écrit en Outre-mer, est-ce que ça veut dire vraiment en Outre-mer? Souvent, ça veut dire dans les DROM. D'accord, c'est pas la même Outre-mer. Et pour vous demander simplement une petite précision, vous évoquiez tout à l'heure 30%, j'ai peut-être pas été suffisamment attentif, mais c'était pas très clair. Vous avez évoqué, je crois, 30% des entreprises. Est-ce qu'on devait comprendre que c'était 30% des marchés au mieux qui étaient attribués à des entreprises ultramarines? Alors, c'est moins de 30% des entreprises, des appels d'offres, non. Moins de 30% d'entreprises locales ont répondu aux appels d'offres qui ont été postés en Outre-mer. Alors, parce qu'en fait, oui, alors c'est bien ce que j'avais compris, mais ce que finalement, pour mesurer le retour sur investissement territorial, l'une des données importantes, mais peut-être n'en disposez-vous pas, c'est le nombre de marchés effectivement attribués à des entreprises dont le siège social serait en Outre-mer. Parce que là, d'une certaine manière, la mobilisation du corps économique, ça dit quelque chose, mais c'est finalement assez, enfin, de notre point de vue, peut-être assez peu instructif en termes d'impact. Je ne vais pas avoir le chiffre exact, mais je vais essayer de me renseigner pour vous l'obtenir. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que généralement, les collectivités locales, si elles ont une réponse locale, elles vont favoriser un appel d'offres local. On a besoin d'avoir le montant par rapport aux 14 milliards parce que c'est pas rien, on a retombé sur sur les territoires. Je comprends. Donc, auquel cas, ça pourrait peut-être même, parce que c'est juste pour bien comprendre l'indicateur, c'est peut-être sur les marchés passés par les pouvoirs publics en Outre-mer, seulement 30% verraient des propositions de réponse avec des acteurs économiques locaux. Ce qui ne voudrait pas dire que ce sont 30% des entreprises qui se mobilisent, mais 30%, enfin à peu près un tiers des appels d'offres, il y aurait une réponse locale, ce qui ne veut pas dire derrière attributaire local, mais il faut aussi prendre en compte le fait que parfois ce sont des entreprises de l'Hexagone qui répondent, mais soit par choix ou alors c'était imposé dans l'appel d'offres, elles ont un sous-traitant local. Et ça, on a encore moins la donnée. Monsieur le rapporteur. Le dernier point, c'est les délais de paiement. Un an de délai de paiement, c'est pas supportable aux entreprises. Par contre, vous avez parlé que ces entreprises démarraient avant les accords de subvention. Ça me surprend, ça, ou avant les accords donnés. Ils démarrent avant, ça m'interpelle. Ça m'est adressé. Oui, s'il vous plaît, oui. Ah, d'accord. Alors, oui, il y a des maîtres d'ouvrage qui parfois, c'est ce qui est identifié via les budgets insincères, lancent les travaux et n'ont pas encore reçu les dotations ou de la région ou les dotations Europe. Et les entreprises se retrouvent donc sur les situations. Et nous, au titre de la fédération du BTP à La Réunion, on est bien sollicité par ça en début d'année en général, puisque quand ça arrive au niveau du trésorier payeur, le trésorier payeur nous dit, in fine, la collectivité n'a pas la ligne budgétaire affectée à cette opération. Voilà, elle ne l'a pas encore. C'est imminent, mais pour l'heure, elle ne l'a pas. Et parmi aussi le sujet, j'imagine que vous l'avez à votre connaissance, mais c'est les délais cachés, on appelle ça. C'est que parfois les collectivités
où le maître d'œuvre ou l'architecte enregistre pas la facture qu'on lui a remise. Alors normalement, que dit le texte? Le texte de loi dit que la facture doit être et peut être enregistrée par l'entreprise sur Chorus, et à partir de là, le maître d'ouvrage et son maître d'œuvre a 30 jours pour payer. Ça signifie 10 jours pour l'architecte ou le maître d'œuvre pour viser la facture, puis 10 jours derrière pour la mettre en mandatement. Il va même plus loin, c'est que si on conteste un montant d'une facture, le principal doit quand même être réglé dans les 30 jours. C'est-à-dire que moi, entrepreneur, je dépose une facture de 100 € sur la plateforme Chorus, il y a 5 € de discuter. Dans les 30 jours, je devrais avoir quand même 95 € de réglé. Aujourd'hui, ce n'est pas ce qui se passe malgré ce que dit le texte de loi, c'est que je dépose ma facture, je remets ma facture à 100, puisqu'on ne nous laisse pas la mettre en direct sur Chorus. Certains maîtres d'ouvrage commencent à le faire. Ce n'est pas tout à fait vrai ce que je dis. Mais du coup, eux, ils attendent parfois 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois pour l'enregistrer sur Chorus. Et après, elle est payée dans un délai de 30 jours. Donc effectivement, les indicateurs sur les délais de règlement méritent d'aller plus loin. Oui, je pense que c'est un vrai problème. L'entreprise ne va pas attendre 6 mois d'avoir l'argent dehors. Et ça fonctionne comme ça couramment ou c'est des cas d'exception? Alors, sur la Réunion, notre délai moyen de paiement par les collectivités, s'il fallait faire une moyenne, ça serait peut-être 3 mois. 3 à 4 mois. Dominique, tu es entrepreneur également, peut-être ton avis, mais c'est 3 à 4 mois. Donc, Alors, on a un gros problème avec les CHU. C'est 1 an le délai de moyenne. Les hôpitaux, c'est un vrai là, problème. il y a un problème de financement. Peut-être que pour les hôpitaux. Oui, peut-être réfléchir à la facturage inversé. C'est un petit peu ce que les acteurs commencent à réfléchir pour les hôpitaux. Et après, il y a quand même des collectivités ou certains bailleurs sociaux, c'est semi-public, qui règlent à 30 jours, comme le département de la Réunion règle très bien, très vite. Il y a quelques communes également. Et dans les autres outre-mer, le délai moyen, si nous, c'est 4 mois, si à la Réunion, c'est 4 mois, en tout cas, sur les autres collectivités, sur les autres outre-mer, c'est plutôt entre 6 mois et 1 an. En Martinique, c'est 8 mois à 1 an. Donc vous intégrez dès le départ dans vos réponses l'intérêt de l'argent? Non, globalement, les entreprises à 80% qui sont des entreprises de moins de 10 salariés dans les outre-mer, eh bien, sont en flux tendu, jonglent avec la trésorerie et sont en réelle détresse de règlement, oui. D'accord. Au quotidien, c'est très compliqué pour les acteurs. Et peut-être une précision à vous apporter, si vous le permettez, par rapport au sujet du pourcentage, enfin en tout cas à ma connaissance, sur une commande, à mon sens, il y a, en tout cas à La Réunion, mais je pense que c'est pareil dans les autres outre-mer, on est entre 70, plus de 70% sont confiés à des entreprises locales. Pourquoi? Parce que les majors et les ETI ont souvent des sièges sociaux dans les territoires et ils sont un acteur pleinement impliqués et implantés sur le territoire et donc sont considérés comme PME locales ou acteurs locaux. Donc les ETI qui sont basés à La Réunion, qui répondent, sont une entreprise locale et donc le pourcentage, à mon sens, est plus fort des 30%, puisque si vous me dites que c'est une sous-traitance, on n'a pas ces données-là. Ça peut être 60, parce que si les entreprises locales répondent pour des gens qui sont extérieurs, forcément, c'est quand même de l'économie locale. Donc, on n'a pas toutes ces données. Oui, Madame Mallet faisait peut-être référence à des sujets particuliers, mais en tout cas, c'est noté, on va œuvrer pour les recueillir avec la FEDOM. Il serait intéressant parce que ça change tout. Hein. Nous, on a l'impression sur 14 milliards, 30%, oui. C'est pas grand-chose. Si vous me dites ça indirectement, ça revient quand même dans le local, ça change un peu la donne. Merci Madame Mallet, vous souhaitiez réagir? Je ne souhaitais pas réagir, je vous demandais l'autorisation de lui poser une question moi-même. Ah oui, bah très bien. L'objectif de la commission d'enquête, c'est d'ouvrir les chakras, donc allons-y. Alors, j'ai bien compris que vous avez dit que les collectivités ne vous laissent pas déposer les factures sur Chorus? C'est pas l'usage. Toutes les collectivités, d'ailleurs, n'ont pas Chorus. Et c'est pas systématique. Et je propose, comme on est en flux de communication, que M. Vienne s'est proposé d'apporter un complément de réponse, si vous en êtes d'accord. Volontiers. Monsieur Vienne. Ah, le micro est coupé. Oui, merci, monsieur le sénateur. Non, bon, je vais être un peu, c'est
c'est pas une demande d'excuse par avance, mais je vais être un peu technique. Hein. Chorus est une obligation d'utilisation. Vraiment, je vais être sémantique parce qu'avec ça, on peut éradiquer le délectement en Outre-mer. Vraiment, je mets mon nom sur la déclaration puisqu'on est enregistré. Hein. Quand on dépose l'obligation, je dis bien l'obligation d'un maître d'ouvrage, c'est de paramétrer la plateforme lorsqu'il lance un marché pour que l'entreprise dépose sa facture. Le maître d'œuvre a obligation, s'il n'a pas donné un avis avant 7 jours, attendez-moi, hein, la chaîne de paiement avance. D'accord ? Donc, pour ne pas avoir cette automaticité, puisque là, on annule la problématique des paiements. Hein. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a un écosystème de maîtres d'ouvrage qui demande à ce que la facture circule à l'extérieur de Chorus pour faire le constat de service fait. Donc, on se perd dans les navettes d'email, et vas-y, refais ta facture parce qu'il manque un S, il manque un R, il manque un L. Et du coup, on fait rentrer le plus tardivement possible dans la plateforme Chorus pour faire la datation du délai de mandatement après. Donc, il y a vraiment, alors vous allez me dire, c'est que ça, oui, c'est un praticien qui vous le dit, c'est d'obliger l'utilisation du circuit Chorus. Après, on va en parler, il y a un certain nombre de pratiques quand je dis obligé, parce qu'on est dans un pays qui n'aime pas être trop répressif, mais il y a une façon quand je dis obligé, parce qu'on éradiquerait la statistique, elle serait totalement permise, enfin, je reformule, on éradiquerait l'imprécision statistique, parce que là, pour le coup, on aurait toutes les factures, et on empêcherait ce qu'on appelle le non-constat du service fait. Parce que c'est ça qui nous empêche et qui fait que, de temps en temps, le mandatement par rapport au sénateur qui a pris la parole en s'étonnant, oui, il peut se passer 6 mois, non pas par le délai de paiement, par le non-constat du service fait. Et après, on renvoie la responsabilité à l'entreprise d'avoir été imprécis dans sa facturation. Donc, j'espère que je n'ai pas été trop technique, mais là, on est dans le cœur de la problématique du délai de paiement en Outre-mer. Et c'est en effet ce que nous avait remonté des entreprises dans le cadre d'un déplacement que j'avais effectué avec nos collègues Lauriane Josan et Brigitte Deveza, une mission d'information sur la décarbonation de notre économie. Nous étions rendus en avril 2024 à la Martinique et en Guadeloupe. Et en effet, les représentants des organisations professionnelles et interprofessionnelles avaient déjà à l'époque bien pointé ces dysfonctionnements-là. Madame Mallet. J'en profite pour vous donner le chiffre. Ah, pardon. Vas-y, Dominique. Oui, j'en profite pour donner des chiffres, là, parce que tout à l'heure, mon collègue Anthony Lebon parlait de 4% cité par le député Philippe Naillet. Non, c'est le HCCP de la Réunion qui, de manière très responsable, nous avons, avant la fin, parce que 2017, c'était le vote de la loi EROM, et en 2022, c'était la fin de son applicabilité pour l'article 73. Donc, nous avons fait un audit, c'est une étude qui est disponible à la préfecture de la Réunion, sur la pratique de 37 maîtres d'ouvrage réunionnais. Et je reviens à mon propos introductif. La non-pratique pour 96%, puisqu'il n'y a que 4% de pratique, c'était les services achats qui avaient dit « Oh là là, moi ça me paraît risqué, donc ils n'appliquent pas la loi. » Mais ce sont les acheteurs, pas les élus. Donc on était dans un problème de mise en œuvre opérationnelle de cet article 73 de la loi EROM. Voilà. Merci, Madame Mallet. Juste pour la bonne compréhension de la commission, je vous précise que seuls les DROM utilisent la plateforme Chorus. Les COM ne le font pas. Monsieur le rapporteur, c'était bon pour vous ? Monsieur Cabanel. Non, c'est bon. Alors moi, je souhaitais vous interroger sur quelques points complémentaires. Tout d'abord, sur les considérations écologiques et sociales, avoir le point de vue des acheteurs publics. On sait que ça peut parfois présenter un certain nombre de difficultés, mais aussi davantage pour favoriser le tissu économique local. Donc avoir le point de vue aussi bien des acheteurs publics que des opérateurs économiques sur les aides publiques, et je reprends vos mots, Madame Delamarche, la solvabilisation des donneurs d'ordre. On voit bien que cette solvabilisation, elle passe aussi par demain la capacité à respecter des délais de paiement conformes à la loi. Moi, c'est vrai que j'ai en tête notamment l'exemple assez emblématique en Guadeloupe du sujet de l'eau, mais qui concerne tous les Outre-mer. Où les chiffres là donnaient le vertige. Grosso modo, on était en 2024, mais dotation État était aux alentours de 20 millions d'euros quand les besoins étaient estimés à près de 800 millions d'euros pour la rénovation complète du réseau.
Je passe évidemment sur les différents problèmes qui peuvent exister d'ordre administratif, de pilotage, etc. Mais là, sur ce sujet qui est évidemment important pour la préservation de la ressource, pour les habitants et pour l'économie locale, j'ai bien entendu les chiffres que vous donniez avec vos crédits d'intervention, etc. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a bien cette identification, vous avez parlé aussi de la vie chère, mais de besoins effectifs, de moyens supplémentaires pour les acheteurs publics et en particulier les collectivités. Je souhaitais aussi vous interroger sur l'enjeu qui pour nous est clé, on l'a identifié à travers de nombreuses auditions, de la planification, la programmation des achats et la présentation effective de cette programmation des achats dans une approche idéalement pluriannuelle. Certaines collectivités, moi je suis responsable de la politique d'achat pour la région Bretagne, on est sur 4 ans. Et là aussi, ça permet en amont aux entreprises, d'une part, de pouvoir se préparer, de pouvoir venir dialoguer en amont, le fameux sourcing inversé avec les acheteurs publics, non pas après pour faire du cousu humain, parce que chacun respecte les règles de la commande publique, mais pouvoir se dire, ah oui, nos entreprises locales ont cette capacité à faire, donc on peut peut-être réfléchir différemment dans l'écriture des documents contractuels et réinterroger même notre définition des besoins. C'est là où c'est quand même intéressant, parce que même si on a des acheteurs qui se professionnalisent, on ne peut pas connaître en temps réel le tissu économique local, et donc ce dialogue en amont à travers la programmation des achats et leur présentation peut être utile. Et puis enfin, dernière question, là aussi plutôt côté des GOM, mais avec le regard aussi très directement des collectivités. Est-ce que vous avez des politiques prévues ou déjà peut-être en cours de formation, aussi bien des acheteurs en tant que tels, des agents des collectivités, que des élus, parce que c'est vrai qu'il y a une technicité, une complexité tout à fait singulière pour les territoires ultramarins. Et là aussi, nous l'avons bien identifié d'une façon plus générale, mais avec une acuité toute singulière dans ces territoires. Alors, je ne sais pas qui veut commencer. Madame Delamarche, pour la DGOM. Je peux commencer simplement pour les crédits d'intervention. Les montants que je vous donnais, c'est sur les crédits d'intervention propres au ministère des Outre-mer, qui représentent 15% de l'effort financier de l'État. Vous avez pris l'exemple du syndicat mixte des eaux de Guadeloupe, dont il y a des montants d'investissement nécessaires, puisque la Guadeloupe a un problème d'accès à l'eau potable. Les 20 millions dont vous parlez, c'est la subvention d'équilibre pour le fonctionnement du syndicat. En revanche, il y a des crédits, ce qu'on appelle le plan Eau-d'Homme, qui sont interministériels, qui financent les infrastructures nécessaires, les investissements. On a également le contrat de convergence et de transition qui est l'équivalent du CPER. Et je rebondis sur ce contrat-là. Vous parliez de programmation. J'ai bien entendu les représentants, nos collègues qui sont en visio, insister beaucoup sur la programmation. Les CCT, ça permet d'avoir, parce que sur les CCT, on a à la fois les crédits État, mais également des crédits valorisés, des fonds européens. Ça peut être le cadre, justement en présentant et en les mettant vraiment dans un calendrier, d'avoir cette programmation globale avec l'ensemble de l'écosystème par territoire. En fait, il y a un contrat par territoire comme pour les CPER, et je pense que ça pourrait être une manière de réunir autour de la table, soit sous la houlette du Haut Conseil de la commande publique, soit autour du préfet. Ça permettrait peut-être de faciliter l'appropriation par les entreprises, ce sourcing dont on parle. Simplement, petite précision là, sur le sujet de l'eau en Guadeloupe, c'est que l'autre point qui a été clairement identifié, c'est la défaillance de l'opérateur privé par manque d'entretien avéré. Enfin, là, encore une fois, ce n'est pas un avis personnel, mais qui a fait l'objet d'études reconnues. Et donc, les pouvoirs publics locaux se retrouvent avec une facture, parce qu'il y a effectivement des besoins. Il y a un réseau qui est aujourd'hui très dégradé. Et donc, ce qui est sûr, c'est qu'au-delà des sommes que nous avons pu évoquer, les besoins de financement sont absolument considérables. Il y a évidemment d'autres leviers qui peuvent être activés sur la lutte contre les fuites, mais ça rejoint le sujet de la modernisation du réseau. Donc en fait, on voit
bien que malgré tout, eh bien le soutien de fait de l'État, donc vous avez parlé de crédit, d'autres lignes de crédit que la subvention d'équilibre, mais était notoirement insuffisant. Enfin, en tout état de cause, c'était les remontées d'il y a un peu plus d'un an qu'on avait bien entendu de la part des élus et des opérateurs économiques qui attendaient aussi la mobilisation de ces effectifs de ces crédits. Qui souhaite poursuivre Dominique Vienne. Oui, monsieur Vienne, allez-y. Oui, non, c'est important parce que pour m'appuyer sur l'intervention de Madame la directrice juste après, qui évoquait une possibilité que les préfets, je voulais quand même vous dire, parce que sinon ça serait injuste pour les Outre-mer, de manière très innovante, et Madame Mallet, Monsieur Lebon le savent, à La Réunion, le Haut Conseil à la commande publique a été créé à l'époque de Michel Lalande, donc ça remonte à 2016, justement sous l'égide des préfets pour piloter la planification de la commande publique. Donc je pense que cette idée-là, elle est non seulement bonne, mais je dirais même plus, certains l'ont rêvé, nous on l'a fait. Donc je pense qu'on est dans la logique de l'industrialisation et non pas de la bonne idée. Donc dans le territoire réunionnais, on a créé un dispositif qui permet de montrer la planification, j'insiste, de tous les maîtres d'ouvrage, où on met une planification à 12, 24, 36 mois. La difficulté, on va y revenir, c'est la sincérité après des engagements des collectivités entre ce qu'elles annoncent et les financements qu'elles ont les moyens de faire. Et on est dans la capacité de créer un dialogue permanent entre les acteurs économiques organisés, je ne parle pas avec les entreprises, et les donneurs d'ordre. Mais j'insiste, cette planification qui existe de manière très bien organisée en Bretagne, puisque on avait un cousin aussi avec l'association SBA Breads qui travaillait sur la commande publique. On les avait fait venir à La Réunion. Cette notion de planification, c'est l'alpha et l'oméga. C'est anticiper, parce que si une entreprise a une visibilité, elle peut prévoir sa formation et son investissement. Mais ce fil, je vous dis aussi, à l'époque de Annick Girardin, ministre des Outre-mer, il y a eu une circulaire qui a été envoyée à l'ensemble des préfets d'Outre-mer pour qu'ils mettent en œuvre un haut conseil à la commande publique pour satisfaire la planification, satisfaire l'observation des délais de paiement et satisfaire un sourcing inversé. Donc le problème, c'est que beaucoup de choses sont souvent pensées, faites, mais on a un problème de mise en œuvre et de durabilité de la mise en œuvre. Et c'est un acteur ultramarin qui vous le dit. En Outre-mer, on n'est pas dans un problème d'idée, on est dans un problème de constance de la mise en œuvre. Et je ne suis sévère avec personne, mais je commence à avoir le temps, du temps long, si je puis dire, et donc de l'observation de ce qui a déjà été dit et qui parfois a été arrêté ou pire, pas mis en œuvre. Donc, cette notion de dialogue, appelez-le Haut Conseil à la commande publique, appelez-le observatoire, on a besoin de pérenniser un espace de dialogue pour observer la notion de planification, observer les effets de bord de la commande publique, c'est-à-dire une exclusion d'entreprises locales, une trop grande part d'entreprises extérieures, des problématiques d'insertion, parce que vous posiez la question du social et de l'environnement, monsieur le sénateur. Sachez que beaucoup de collectivités ont mis de manière exemplaire ce qu'on appelle le SPASER, l'achat public socialement et environnementalement responsable. Vous connaissez la taille des collectivités qui ont obligation de le mettre en œuvre, mais si vous ne le saviez pas, à La Réunion, la Convention stratégie du bon achat, donc SBA, ce n'est pas une charte, c'est une convention qui embarque un triple A. C'est la notation financière de la France. Nous, on a joué sur le triple A. Le A d'anticiper, est-ce que l'acheteur pose une planification annuelle? Le A d'adapter, est-ce que les délais de paiement, comme le permet le Code des marchés publics, est-ce qu'on a été au maximum des articles de la commande publique pour faciliter ce qu'on appelle les pourcentages de caution de retenue de garantie, faciliter les avances de démarrage? C'est ce qu'on a appelé l'adaptation. Et le troisième A, c'est l'ancrage, toutes les causes RSE ou des commis circulaires ou des circuits courts que là encore une fois, le Code de la commande publique permet. Mais souvent, ce que le Code de la commande publique ne permet pas, c'est que c'est un document épais qui s'appelle le Code. Et nous, via la convention SBA, on en a fait un triple A, en quoi on anticipe, en quoi on adapte, en quoi on ancre. Donc c'est un problème d'articulation politique plus que de procédural, comme je vous l'ai dit en propos introductif. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres souhaits de réaction? Je souhaitais notamment entendre la DGOM sur le sujet de la professionnalisation, de la formation, aussi bien des agents que des élus. Est-ce qu'il y avait des actions en cours ou prévues
Et puis, mais ça rejoint le sujet de la programmation, mais on le voit particulièrement pour les territoires ultramarins avec vos interventions, c'est l'enjeu du pilotage par la donnée. Parce que nous sommes là confrontés à des singularités territoriales qui méritent plus que jamais d'être objectivées pour ensuite optimiser le pilotage par les politiques, par les collectivités et les pouvoirs publics et justifier aussi des demandes qui peuvent être formulées auprès de l'État. Donc, est-ce que sur ces éléments-là, côté collectivité comme État, vous avez là aussi des intentions affichées? Nous avons rencontré la direction des achats de l'État qui travaille sur des systèmes d'information, là encore, qui ont vocation à monter en puissance et à pouvoir encore davantage s'ouvrir aux citoyens et aux opérateurs économiques, mais parce que la transparence est, de notre point de vue, ça semble très partagé au sein de cette commission, l'une des clés aussi de la réussite pour mobiliser tous les acteurs. Peut-être sur la formation, que ce soit des fonctionnaires ou des élus, on va se rapprocher côté des Direction générale des Outre-mer, de la Direction générale des collectivités locales, pour voir si des actions sont menées, comment on peut les renforcer. Mais c'est pas la Direction générale des Outre-mer qui est en charge en première ligne de ces actions. Alors du coup, je vais répondre. Donner ma version. C'est le CNFPT et les centres de gestion qui gèrent la formation des élus et des agents des collectivités. On a des contraintes aussi sur la formation. Donc, que ce soit la formation pas disponible dans nos territoires, obligation de venir en hexagone, ou la formation disponible en webinaire, mais aux horaires de l'hexagone. Donc ça, premièrement, c'est assez contraignant pour nous. On se rend compte qu'en plus, on a des contraintes sur la réglementation au niveau de ce qui nous est pris en charge quand on fait des déplacements pour aller faire des formations. Si on se déplace dans nos territoires, ça va, c'est facile. Si on doit se déplacer en hexagone, ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué. Là où un exemple tout bête, là où le maire de Marseille va venir faire une formation de 8 heures à Paris, ça va lui coûter 150 € de train, un déjeuner. Un élu de n'importe quel territoire, il va venir au minimum 3 jours. Territoire d'outre-mer. Il faut le temps du voyage, il faut dormir sur place, il faut le temps du retour. On n'a pas des vols ni des trains toutes les heures. On est obligé de venir au minimum 3 jours. 4 pour la Nouvelle-Calédonie, le Pacifique. Donc ça complexifie beaucoup les choses. En revanche, je pense qu'aujourd'hui, les collectivités ont de plus en plus conscience de leur déficit en ingénierie, qu'il y a beaucoup de choses qui sont mises en place. Il y a le programme Cadre d'avenir. Le programme Cadre d'avenir qui forme des cadres ultramarins avec l'objectif de les ramener ensuite chez eux. D'ailleurs, ils sont formés en étant en poste dans les collectivités. Il y a le Fonds Outre-mer qui permet de développer l'ingénierie dans nos territoires, qui finance le recrutement d'ingénieurs dans le cadre de gros projets et qui a pour objectif de maintenir cette ingénierie sur place et de faire monter les territoires en compétences. Le FOM, c'est attribué par la DGOM, c'est un fonds qui est mis en place par la DGOM et qui est géré par l'AFD. Et s'agissant des schémas de promotion des achats socialement et écologiquement responsables, donc à partir de 50 millions d'euros d'achats publics, est-ce que aujourd'hui vous avez une idée par rapport au nombre d'acteurs concernés par l'obligation d'adopter un SPASER, ceux qui l'auraient effectivement ou adopté seraient en train de le faire ou l'auraient déjà mis en œuvre? Alors, je n'ai pas du tout la réponse à votre question, mais je vous promets que dans ma réponse écrite, vous en aurez une. Parfait. Je veux bien, monsieur le sénateur. Oui, monsieur Vienne. Je veux bien prendre un risque. Merci. J'exerce aussi des responsabilités de responsable de la CPME des Outre-mer, donc c'est un syndicat patronal. Donc, pour l'instant, je vais m'en tenir à vous informer qu'il y a une faiblesse de mise en œuvre du SPASER. Et quand il est mis, puisque j'observe des territoires hexagonaux, quand il est mis, il est mis en réponse normative. Il n'est pas mis en réponse stratégique, comme étant un élément justement qui concourait à une stratégie de relocalisation. Et quand je dis ça, je ne veux pas incriminer quiconque. Je vous porte une problématique de maturité. Et secondement, sachez que quand nous avons conventionné les SBA, les conventions SBA avec 21 donneurs d'ordre à La Réunion, monsieur le sénateur, sachez qu'avec le CNFPT Réunion,
nous avons monté un module de formation de 2 jours pour les acheteurs et de 1 jour pour les élus. Pour les acheteurs, ils sont tous venus, ça a duré 3 ans. Je n'ose pas vous donner le nombre d'élus qui sont venus à la formation SBA, parce que, encore une fois, la commande publique est vue comme un sujet aride, technique et pas encore stratégique. On parle beaucoup et très souvent que les TPE-PME ultramarines doivent trouver leur place dans la commande publique. C'est une emphase, un slogan politique souvent prononcé, mais ensuite la réalité de la mise en œuvre dans l'opérationnalité, c'est vraiment un angle mort et qui relève de, je le répéterai pour la 5e fois, d'un problème de culture plus que de procédure du Code des marchés publics. Alors que nous le disons depuis le début de nos travaux, hein, la commande publique est devenue ces dernières années une politique publique à part entière. C'est peut-être même la politique publique par excellence au regard de son caractère transversal, et sa dimension politique est sans doute encore plus marquée dans les territoires ultramarins au regard des chiffres que vous avez rappelés, avec l'effet d'entraînement qui est majeur sur l'économie locale. Est-ce que vous auriez les uns les autres, on va essayer de valoriser de façon positive, mais des collectivités ou des pouvoirs publics à citer en exemple dans leur pratique dans les territoires ultramarins dont vous pourriez nous faire part, avec quelques angles opérationnels à mettre en avant, si ce n'est pas possible là de nous le faire par écrit à la suite de l'audition, mais sans entrer dans un luxe de détails, mais est-ce que vous pourriez nous en donner chacun une ou deux qui vous semblent emblématiques? Moi, je veux bien citer l'EPCI, la CINOR, CINOR, l'EPCI qui, depuis maintenant 8 ans, pratique avec exemplarité une journée de la commande publique pour faire du sourcing inversé, une présentation de sa commande publique, des clauses d'achat. Donc, je les trouve exemplaires. Et ils pratiquent aussi le trophée de la commande publique. Donc, c'est la CINOR, une EPCI de très grande taille puisqu'elle incorpore la ville de Saint-Denis-de-la-Réunion. Et elle est composée d'un directeur des achats qui est convaincu, c'est pour ça que je le dis, que la commande publique est un acte stratégique. Donc, quand un directeur des achats est convaincu, voilà, moi, je cite la CINOR, notamment. Hein. Et pour ma part, en complément peut-être, et avec des mesures très concrètes, on peut peut-être citer la région Réunion qui a mis en œuvre, conscient des difficultés des entreprises et des PME, des avances de démarrage allant jusqu'à 30%. Le département de la Réunion l'a fait également, des avances de démarrage allant jusqu'à 30% sans garantie à première demande. Le garantie à première demande, il est très important puisque 3 entreprises sur 4 qui sont sous-capitalisées, une entreprise sur 3 qui est sous-capitalisée selon le rapport sénatorial de 2017, et ça a dû s'empirer depuis, n'ont pas accès finalement au financement bancaire ou aux garanties à première demande, les GAPD. Donc ça a du sens d'avoir mis ça en place, le département l'a fait, certaines communes comme la commune comme EPCI, comme le territoire de l'Ouest aussi, le Théo l'ont fait. Donc avance de démarrage qui vont jusqu'à 30%, sans garantie à première demande. Parfois, il n'y a également pas de retenue de garantie sur les marchés. Ça a du sens, ça reste vertueux, ce n'est pas une concurrence illégale, et c'est souvent, comme on l'a évoqué, côté de l'acheteur, ou plutôt même des juristes de l'acheteur. Et peut-être quelque chose de simple aussi à faire dans le processus, dans la déclinaison opérationnelle finalement de ces dispositifs vertueux, c'est peut-être de renommer dans les collectivités un interlocuteur SBA, ce qui se faisait par le passé. Et c'était l'interlocuteur qui était disponible quand il y avait un règlement. C'était l'interlocuteur avec qui il y avait le dialogue qui se mettait en place avant l'achat public. Ça ne laissait pas que le service juridique faire la présentation pour la collectivité de la programmation à venir, qui chaque fois qu'on posait une question répondait plutôt par on n'a pas le droit de le dire, alors que c'est faux. C'est pas ce que dit la réglementation. La réglementation encourage au dialogue en amont de l'appel d'offres. Parfait. Écoutez, nous voyons le ciel s'assombrir. Mais tout simplement parce que la nuit arrive, hein, a priori, la météo a l'air plutôt calme quand on regarde votre fenêtre. Merci en tout cas, parce qu'évidemment, je ne vais pas demander à Madame Mallet ou à Madame Delamarche de mettre des collectivités à l'honneur, parce qu'elles risqueraient de passer un mauvais quart d'heure ensuite. Donc, merci à tous les 4 pour vos témoignages, vos retours d'expérience. Nous ne manquerons pas de revenir vers vous, mais nous avons déjà communiqué des données complémentaires dont nous pourrons
pourrions avoir besoin. Si d'aventure vous souhaitiez aussi nous partager, nous faire connaître des exemples de bonnes pratiques, de façon très opérationnelle, très concrète, parce que c'est l'objectif que nous partageons aussi avec monsieur le rapporteur et les membres de notre commission d'enquête, c'est que notre rapport soit la première brique de travaux supplémentaires que nous pourrons réaliser pour, dans les meilleurs délais, changer et améliorer la vie aussi bien des opérateurs économiques que des pouvoirs publics en Hexagone et dans les Outre-mer. Donc merci pour vos témoignages, merci pour les compléments que vous pourrez apporter dans les 2 à 3 prochaines semaines, puisque nous rendrons nos conclusions d'ici la fin du mois de juin, le tout début du mois de juillet. Okay. Encore merci à vous. Merci, Président. Au revoir.